Et nous sommes toujours au salon de généalogie de la Lozère. À mes côtés, Philippe Bidot. Philippe, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, nous allons parler héraldique avec vous. Vous participez à ce salon. C'est quoi l'héraldique ? Alors l'héraldique, c'est une discipline qui s'occupe de l'étude des armoiries, tout simplement. Donc c'est aussi l'étude des blasons. Si on résume, c'est les blasons. L'armoirie est un ensemble qui comprend à la fois un écu armorié avec des choses qui sont sur le côté et des choses qui sont sur le dessus. Donc un casque, des supports, une devise et plein de choses qui peuvent se rajouter sur l'armoirie. Alors, ces armoiries, c'est qui les possède ? C'était l'Église, c'était les nobles ? Alors tous ces gens-là, effectivement, et bien d'autres encore, ces armoiries, enfin ces blasons sont apparus au XIe siècle. On considère qu'ils ont vu le jour à partir de l'époque des croisades. Au moment où les vagues successives de gens se déplaçaient pour faire les croisades, ils avaient mis dans un premier temps sur leur épaule gauche une petite croix qui leur permettait de se reconnaître entre eux comme étant des chrétiens. Et au fur et à mesure qu'ils sont arrivés, des ordres se sont composés, les chevaliers teutoniques, enfin tous ces corps religieux se sont formés, et chacun a pris un emblème qui lui permettait de se différencier. Et petit à petit, tous les gens qui les entouraient, les nobles, ont commencé eux aussi à se mettre un petit peu dans cette espèce de mode et à avoir des armoiries. Alors ce sont des blasons qui se sont transmis au cours des siècles. Aujourd'hui, certaines familles peuvent revendiquer des armoiries qui remontent à plusieurs centaines d'années en arrière. Plusieurs siècles, oui, effectivement. Oui. L'armoirie, de toute façon, se transmet dans la famille, dans les familles nobles essentiellement d'ailleurs, se transmet de père en fils, mais le premier fils. C'est le premier fils qui, en général, récupérait l'armoirie. Le cadet ou les autres pouvaient récupérer effectivement la même armoirie, mais à la condition d'y ajouter un élément qui les permettait de se différencier. On appelle ça des lambelles, on appelle ça tout un tas. Enfin, ça porte des noms. Parce que la science du blason est aussi une science à la fois de l'écriture et à la fois de la lecture. Si je vous dis par exemple, pour citer des couleurs, si je vous dis d'azur au lion d'or, au couronné de... Voilà, on a un langage totalement spécifique. Par exemple, le de gueule va être considéré comme la couleur rouge, l'or reste jaune, bien évidemment, l'argent va être blanc, le sinople, un terme un peu particulier qui veut dire le vert, et le noir, on va le désigner sous la couleur du sable. Vous voyez ? Donc on a à la fois une écriture particulière et on a ce langage particulier après pour le parler, ce blason. Alors on a parlé de ces blasons récemment à travers un fait divers, le fait divers de Ligonnès, la famille de Ligonnès qui a justement son blason que l'on a découvert aussi. Et il faut savoir qu'il y a tout un symbole. Alors vous voulez que je parle Dites-nous un petit mot de ce blason, de cette famille. Alors le blason de Ligonnès, malheureusement, là vous me posez une colle, parce que bon, moi je suis dans le Cantal, la famille de Ligonnès est un petit peu plus bas, et moi actuellement mon travail que je suis en train de développer est un travail qui est essentiellement auvergnat. Donc actuellement je travaille beaucoup plus sur les blasons du Cantal. Donc c'est un petit peu... Là, je ne vais pas pouvoir vous répondre pour ça. Donc sur le Cantal, ces blasons, c'est des grandes familles qui les ont. Alors, on a effectivement des grandes familles. Il en reste très très peu. Ce qu'on appelle des grandes familles, c'est celles qui prennent leurs racines dans le Moyen-Âge et qui ont traversé tous ces siècles-là. Il en reste très 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 peu. Très 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 peu. Après, il reste les blasons qu'on retrouve sur les supports de châteaux,
aux portes des châteaux, sur les frontons des portes, sur les cheminées. On retrouve ces blasons, mais en général, ces familles ont disparu. Donc, voilà. Donc ces blasons n'existent plus. Enfin, ils existent mais ils ne sont plus transmis. Ils existent pour signifier que la famille a eu une possession, un fief, un territoire, un château, mais les familles ont disparu. Ce qui nous permet, de toute façon, au niveau de l'histoire, justement, le blason est aussi un signe qui nous permet de pouvoir positionner dans l'histoire ces familles. Parce qu'on les suit au travers les siècles, on sait à partir du moment où elles apparaissent, à peu près, et on sait au moment où elles disparaissent. Et il ne va rester qu'un support matériel. Et par rapport au pouvoir royal, quelles sont les liaisons Alors, dans un premier temps, la royauté a utilisé ce qu'on appelle un semet de fleurs de lys. C'est-à-dire que c'était un certain nombre de fleurs de lys sur un fond coloré. En général, il était bleu, azur. Et c'est à partir, pardon, c'est à partir d'un, alors je ne sais plus, je crois que c'est Charles VI, où la royauté a pris 3 fleurs de lys d'or représentant la Trinité, la Sainte Trinité. Voilà. Et à partir de ce moment-là, la royauté a utilisé ces 3 fleurs de lys. La fleur de lys, il faut préciser qu'elle n'est pas l'apanage de la royauté. N'importe quel noble ou n'importe quelle personne peut utiliser la fleur de lys. On considère que quand on voit un blason avec une fleur de lys, on va tout de suite dire « Ah, ça veut dire qu'il y a un signe de la royauté ». C'est à la fois vrai et c'est à la fois faux. Puisque moi, dans un de mes blasons, j'ai un blason personnel, j'ai aussi une fleur de lys. Voilà. Mais un blason que votre famille vous a transmis ? Non, pas du tout. Vous l'avez créé ? Je l'ai créé parce que chaque personne peut se créer son propre blason. D'ailleurs, j'anime très régulièrement des ateliers de blasonnage. Donc, dans un premier temps, j'explique aux gens le système, comment positionner les couleurs. Parce que, par exemple, on ne peut pas mettre 2 couleurs l'une sur l'autre. Par exemple, vous ne pouvez pas mettre du degueul, une couleur rouge, et rajouter un élément, une autre couleur bleue par-dessus, azur. On ne peut pas les superposer. Il y a plein de règles qu'il faut aussi utiliser, qu'il faut aussi apprendre. Et donc dans ces ateliers, je leur apprends le b.a.-ba dans un premier temps, et la deuxième, en général, vers la fin de la session, il y a plusieurs sessions, mais vers la dernière session, à ce moment-là, ils arrivent, ils ont travaillé, je leur ai donné une petite fiche, parce que réaliser son blason, c'est aussi se décrire tel qu'on est. Alors ça peut être une description onirique, ça peut être une description très personnelle, ça peut être un métier, ça peut être plein de choses, mais il faut que ce blason vous décrive tout de suite. Et juridiquement Alors, juridiquement, n'importe quelle personne peut se faire son blason. On n'a pas le droit, par contre, de réutiliser un blason qui a déjà été utilisé. Ça, c'est la règle. Et d'autant plus si la famille existe encore. Vous imaginez les Bourbons, la famille de Bourbon qui existe encore. Si vous prenez l'azur, le bleu, avec les fleurs de lys, et que vous vous amusez à dire ça c'est mon blason, vous pouvez quand même avoir un procès au nom de l'ancienneté de cette famille. Mais la famille de Bourbon utilise encore, puisqu'il y a des descendants. Tout à fait, ils ont des descendants, puisqu'il existe toujours un prétendant au trône de France. Qui est espagnol, je crois bien. Voilà, il y a un peu des petites guérillas, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a des guérillas de famille, mais oui, il y a toujours un prétendant au trône de France qui existe. Alors, vous avez répertorié combien de blasons dans le Cantal ? Alors, dans le Cantal, il y en a à peu près 200, 250. Parce que il y a des familles qui arrivaient d'autres régions, qui ont eu des fiefs, qui ont positionné leur blason, et qui ont associé leur blason, certaines familles ont associé leur blason personnel venant d'une autre région avec une autre famille cantalienne, et donc on a souvent des associations de blasons. Alors après, ça se décrit par un partitionnement. Par exemple, vous allez avoir un écu qui va être découpé dans le sens de la verticalité. Sur le côté droit, vous allez avoir
le prétendant, le possesseur du château. Et sur le côté de gauche, vous pouvez avoir la famille à laquelle il s'est associé, c'est-à-dire à la femme à laquelle il s'est marié, qui lui a apporté également des terres, des biens. Et on associe les blasons. Du côté de l'église, les blasons sont toujours en vigueur, puisqu'on le voit, lorsqu'un évêque est nommé, eh bien, il crée, comment ça se passe, son blason? Tout à fait. Chaque évêque se crée son blason. Alors, en général, là aussi, le blason doit les représenter. Par exemple, nous à Saint-Flour, je vais parler de Saint-Flour, en la cathédrale de Saint-Flour, il y a à peu près 4-5 ans, on a changé d'évêque. On a eu un nouvel évêque qui s'appelle Emmanuel Noblot. Donc il a créé son blason, c'est-à-dire qu'il a rencontré bien sûr une personne qui savait blasonner, et donc cette personne a recueilli un certain nombre d'éléments que lui-même voulait introduire dans son blason. Par exemple, il a fait du scoutisme à un moment donné, il a introduit un élément qui permet de voir le scoutisme. Il a introduit des éléments concernant la nature. Vous voyez, il a introduit un certain nombre de choses qui fait qu'il a fait quand même un blason très compliqué à décrire. Mais bon, c'est... Qu'est-ce qui vous passionne, vous, parce que vous avez répertorié et vous suivez l'actualité de ces armoiries? Oui, tout à fait. Alors moi, si vous voulez, la généalogie, vous savez que la généalogie, c'est un espèce de livre ouvert à toute forme de culture, que ce soit l'histoire, la géographie. Et je suis arrivé à la science héraldique tout simplement parce que j'ai eu une chance assez extraordinaire, enfin bon, beaucoup de personnes l'ont, c'est qu'à un moment donné dans ma généalogie, un de mes ancêtres a épousé, qui était très riche, il était notaire, il était très riche, et donc en 1643, il a épousé une femme de petite noblesse. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, les petites noblesses, l'argent, le fief, toutes les possessions allaient au premier du nom, au premier fils, et les filles, quand il y avait plein de filles, soit on leur trouvait des bons partis, ou soit on les envoyait au couvent. Il se trouve que bon, cet ancêtre notaire a épousé cette femme qui... Et donc, par ce biais-là, avec un nom totalement roturier, je me suis retrouvé avec une famille de petite noblesse, et j'ai remonté, bien évidemment, par cette branche-là. Et classiquement, j'ai envie de dire, je suis arrivé à Charlemagne. Et en remontant encore, bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, en utilisant les travaux de Christian Settipani, qui est un chercheur, un historiographe chargé au CNRS, qui est un spécialiste des grandes lignées, des lignées romaines, des lignées grecques, des lignées égyptiennes. Je suis arrivé à peu près à 112 ou 114 générations. Et là, je vais mettre beaucoup de bémols quand même. Je suis arrivé à Séti Ier. C'est-à-dire que je remonterai théoriquement de Séti Ier, sachant que ça, c'est une petite blague, parce qu'on sait que dans les cheminements des généalogies égyptiennes, il y a des trous. Ça, c'est pour le gag. Mais je suis arrivé à l'héraldique parce que j'ai trouvé dans ma généalogie, j'ai 80 personnes qui ont fait les croisades, dont tous les blasons se retrouvent au château de Versailles. Vous savez qu'au château de Versailles, il y a une salle que malheureusement on ne peut pas visiter, je rêve un jour de la visiter, où du sol au plafond, vous avez tous les écus de toutes les personnes qui ont fait les croisades. Et j'ai 80 de mes ancêtres qui sont accrochés à droite et à gauche dans cette salle. Et donc c'est ça qui m'a attiré, qui m'a permis de développer un petit peu ce travail de recherche, ce travail d'explication sur ma famille aussi, parce que tous ces gens-là ont eu des histoires assez illustres. Et puis je me suis dit à un moment donné, comme je fais de la généalogie, que je tourne un petit peu peut-être en rond dans ma généalogie, pourquoi ne pas donner aussi ces connaissances-là à des gens qui n'en ont pas forcément. Et je me rends compte que quand je fais des formations de généalogie, je me rends compte, et je dis souvent aux gens, quand vous allez dans une ville, visitez le château et levez les yeux. Déplacez-vous et levez les yeux et vous serez très étonné de ce que vous allez voir.
Et c'est vrai que les retours que j'ai sont assez intéressants parce que les gens disent « Ah ben oui, on a vu sur les murs un certain nombre de blasons ». Voilà, c'est un peu ma passion. Et de blasons, je suis arrivé... Alors, je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. Je suis arrivé à la sigillographie, mais ça, c'est un autre domaine. C'est un autre domaine, on en parlera un peu plus tard, Philippe Bidot. Dans tous les cas, on suivra vos conseils lors des visites de château. On regardera vraiment ces blasons qui sont importants. Merci Philippe Bidot et on se retrouve prochainement. Je vous remercie. Au revoir.